Équipe de l'après-midi, sera marché du logement, dynamique d'usage du sol, dynamique des richesses et dynamique des prix. Alors ils vont nous dire un petit peu plus clairement en quoi ça consiste pendant la présentation. On excuse également Capucine Chapelle, Capucine Chapelle qui est là, pardon, Camille Régnier qui est la chef de file de l'équipe et voilà, qui ne peut pas être parmi nous. Alors nous avons Yves Schaffer de l'INRAE, Capucine Chapelle de Érudite à l'UPEC, Marie-Aurélie Lapierre de Érudite à l'UPEC également, non, de Lyon 2, et Loïc Bonneval du Centre Max Weber, Université Lyon 2. Alors merci d'être avec nous pour présenter vos résultats intermédiaires et commencer cet après-midi. Pour les discuter, nous avons invité Hakim Lalou, qui est le directeur des prêts, du développement des prêts, directeur du développement à la direction des prêts, à la Banque des Territoires, donc le groupe Caisse des dépôts, et qui va réagir par rapport à l'ensemble des travaux que vous allez pouvoir nous présenter. Alors, est-ce qu'on peut demander aux gens qui sont en ligne de couper les micros, s'il vous plaît? Merci. Euh, Oui. Pour les personnes qui sont en ligne, est-il possible de couper les micros, s'il vous plaît? Merci. On va vous laisser la parole. Voilà, pour dérouler. Vous avez une petite télécommande pour vous aider à passer les diapositives. Alors, bonjour à tous. Alors, comme ça a été dit à l'instant, Camille Régnier est malade aujourd'hui et n'a pas pu nous rejoindre. Donc, on reprend le flambeau un peu rapidement. Alors, je vais vous faire l'introduction assez générale des enjeux initiaux du projet. Et ensuite, on va se focaliser sur les travaux qui vont avancer et qui sont portés par les présentes parmi nous, à savoir Capucine et Aurélie, et puis aussi les travaux de Loïc. Voilà, donc on va faire un focus sur ces travaux-là, et puis ensuite, on va discuter. Déjà fait ce matin. Hein, François, est-ce que tu peux appuyer, s'il te plaît? C'est ça. Ça va marcher. Allez, d'accord, désolé pour le petit contretemps. Voilà, alors le constat initial du projet, c'était, il partait notamment de deux chiffres qui est les 150%, 154% d'augmentation des prix de l'immobilier depuis les années 2000. Et puis, à côté de ça, 2,8 millions de logements vacants, donc deux chiffres qui peuvent paraître un peu s'opposer et qui illustrent les disparités territoriales importantes sur le territoire en ce qui concerne le marché du logement. Et donc, ces disparités, elles sont en partie liées aux dynamiques économiques des territoires, et en particulier les inégalités qu'on retrouve sur le marché du travail, sur la répartition des emplois, et puis aussi sur les dynamiques démographiques sur le territoire. Donc, oui. Voilà. Donc ça peut s'illustrer, ces relations peuvent s'illustrer en regardant cette typologie produite par l'INSEE du profil des zones d'emploi basées sur les variations de population et d'emploi.
où on peut voir qu'on a des territoires très dynamiques du point de vue de la dynamique de l'emploi et de la dynamique de la population, notamment les zones côtières qui apparaissent en rouge ici, et puis des territoires qui sont plutôt en déprise de population ou en recul de l'emploi, qui sont dans les parties bleues de cette carte. Et si on regarde ces dynamiques de population et d'emploi, on voit une proximité apparente avec ce qu'on peut observer, par exemple, lorsqu'on regarde la carte du taux de vacances du logement, où on peut voir qu'on a effectivement sur les zones côtières ou la région parisienne, par exemple, des taux de vacances très faibles. Et puis, tandis qu'on retrouve sur la fameuse diagonale du vide des taux de vacances beaucoup plus élevés, et où on peut voir ce lien apparent entre dynamique de l'emploi, de la population, et cet indicateur de taux de vacances. Et on retrouve aussi cette corrélation apparente sur cette carte où on peut comparer au prix de l'immobilier cette même carte de profil, et où on voit bien qu'on a une grande hétérogénéité dans les secteurs au niveau des territoires. Et donc, partant de ce constat assez basique sur l'hétérogénéité territoriale, l'idée était d'analyser à la fois ce qui se passe dans les régions en croissance, dans les régions d'autre part en déclin, en considérant que la croissance urbaine n'est pas le strict miroir du déclin urbain, et qu'il s'agit de comprendre les spécificités des contextes de régions dynamiques et de régions plus en déclin. Donc l'objectif général est de s'intéresser à ces dynamiques du marché du logement, en lien avec ces hétérogénéités territoriales, et puis aussi d'avoir un regard plus spécifique sur la question du logement abordable et des politiques du logement abordable, et en quoi elles vont impacter ces dynamiques. Le cadre général méthodologique, c'est celui de l'économie urbaine, et avec une approche plutôt microéconomique sur le comportement des agents et leurs décisions sur les différents marchés du logement, des prix, du travail. Et au niveau des analyses, on a des analyses théoriques, mais aussi principalement des analyses empiriques qui se fondent sur les techniques économétriques, en particulier d'inférence causale, qui essaient de mettre en évidence des relations entre des variables en essayant de s'approcher d'une mise en évidence de liens de cause à effet. Donc ça, c'est les techniques, les génériques, enfin, comment dire, les plus utilisées au sein de notre collectif. Mais à côté de ça, on est un collectif qui est aussi pluridisciplinaire, avec des collègues, notamment en sociologie, qui vont aborder le terrain avec des enquêtes plus qualitatives ou statistiques, mais qui vont donc compléter les approches plus économétriques. Et notamment, ces enquêtes de terrain ont pu être conduites dans la métropole de Lyon. Alors, ici, on va s'intéresser donc à deux focus de nos travaux. Le premier portant sur les liens entre le marché du travail et le marché du logement, et donc le second sur les questions liées à la politique de logement abordable, et en particulier le logement social en lien avec le marché du logement et des prix. Donc, je vais te laisser. Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Lapierre. Moi, je suis doctorante en économie à l'Université de Lyon, GAT, et actuellement attachée temporaire d'enseignement à l'Université de Cergy au Théma. Et donc, je vais vous présenter un petit peu un sous-volet de ce projet qui a plutôt pour but de se concentrer sur les conséquences un peu du manque de logement abordable, ou les conséquences de coûts du logement élevés sur le marché du travail, et plus particulièrement sur les disparités en fait de trajectoire sur le marché du travail entre qualifiés et peu qualifiés. Un peu le point de départ, un petit peu de réflexion de ce projet, c'était de se dire, de ce sous-volet plutôt, c'était de se dire que en fait, la question du coût de logement, du marché du logement, peut impacter d'autres dimensions de la vie économique d'un individu, notamment la question du travail, et aussi que la question du coût du logement, et notamment du manque de logement abordable ou de coût du logement élevé, peut impacter différemment différentes catégories de population, d'où une différenciation entre qualifiés et peu qualifiés. C'est un petit peu le point de réflexion, un petit peu juste de départ.
Je me suis un petit peu amusée à regarder en fait qu'est-ce que les données disaient, vu que je suis plutôt empirique aussi. Et voilà, il y a aussi un peu des points de départ plus liés aux données, à des faits stylisés. Donc tout d'abord, mais c'est des choses qui ont déjà été un petit peu montrées ici dans la journée, c'est qu'on observe bien qu'il y a une hausse des coûts du logement sur la période plus récente, notamment des prix de l'immobilier. Moi ici, je me concentre sur la période 2010-2018. Et en parallèle à ça, quand on regarde ce qui se passe sur le marché du travail au niveau des salaires, ce qu'on observe, c'est qu'on voit que sur la même période, en fait, on a les plus qualifiés qui ont une augmentation de salaire qui est supérieure à celle des peu qualifiés, si on parle d'évolution de salaire. Et un autre fait stylisé un peu plus, plus lié aussi directement à ce travail, c'est que, en général, en économie urbaine, on va parler de la question de la compensation salariale pour les coûts de logement. En fait, il y aurait cette idée que pour être à l'équilibre, lorsqu'on se localise dans des villes avec des coûts du logement plus élevés, il faudrait qu'on ait des salaires plus élevés. Cette question de compensation salariale. Et donc, voilà, je me suis amusée aussi à regarder, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas à la fois pour les qualifiés ou pour les peu qualifiés? Et ce que j'observe, c'est que et les qualifiés et les peu qualifiés obtiennent plus de salaire lorsqu'ils vivent dans des villes plus coûteuses, de manière générale, mais les plus qualifiés, de manière toujours, sont plus compensés et que le différentiel de compensation tend à augmenter dans le temps. Donc, autrement dit, alors même que les peu qualifiés, j'entends aussi par peu qualifiés les employés et les ouvriers, ont une part en fait de leur budget dédié au logement qui est de manière générale plus élevée, ils sont quand même moins compensés en fait parce qu'ils se retrouvent dans des villes avec des coûts du logement plus élevés. Donc il y aurait cette idée que dans les villes au coût du logement plus élevé, les peu qualifiés devraient être peut-être plus impactés en fait par les coûts du logement. Ça c'est plus du côté un peu d'effets stylisés de départ, c'est ce que vous voyez ici sur la diapo. Ce qui me menait un peu à l'hypothèse de base, qui était de me dire, si on est dans une ville avec des coûts du logement élevés, donc quel est le lien ici avec le marché du travail, on pourrait dire, voilà, on peut se dire que les peu qualifiés seraient plus désavantagés que les qualifiés en termes de résultats sur le marché du travail, parce que si on reprend un petit peu les modèles qui existent plus en économie urbaine liés au marché du travail, il y aurait cette idée que les peu qualifiés se localiseraient peut-être plus loin avec des coûts du logement élevés et des centres d'emploi, ce qui pourrait créer une disconnexion avec les opportunités d'emploi, le marché du travail. Ils seraient aussi peut-être poussés à essayer de retrouver un job peut-être plus rapidement, ce qui pourrait créer des appareillements un peu sous-optimaux. C'est un peu pour faire le lien avec le marché du travail. Et l'hypothèse, et en fait la question à laquelle vraiment on répond ici dans ce sous-volet, ou en tout cas l'hypothèse qu'on essaie de tester, c'est de se dire, est-ce qu'on a bien, on est plutôt au niveau interville, l'écart de résultats sur le marché du travail entre qualifiés et peu qualifiés est-il plus important dans une ville avec un coût du logement élevé que dans une ville avec un coût du logement faible? Donc vraiment ici c'est une analyse empirique qui vise à comprendre, est-ce qu'on a plus de disparité entre qualifiés et peu qualifiés en termes de résultats liés au marché du travail dans une ville où les coûts du logement sont plus élevés versus dans une ville où les coûts du logement sont plus faibles. Donc pour essayer ici de mettre un peu en lumière quelles peuvent être les conséquences en fait d'un manque en tout cas de logements abordables. Et pour répondre à cette question, je vais utiliser différentes sources de données, donc des données qui ont déjà été citées au cours de la matinée. Donc tout d'abord les données DV3F de prix immobilier qui vont me permettre de calculer des indices de coûts du logement locaux au niveau de l'aire urbaine. C'est ce que je considère comme définition ici de ville. Donc ça va me permettre de faire des comparaisons entre villes de coûts du logement, donc à travers une méthode de régression hédonique qui a déjà été évoquée ce matin par le groupe du IEP. Et du côté du marché du travail, je vais utiliser en fait des données qui font de l'appariement entre les employés et les employeurs et qui me permettent du coup de suivre les trajectoires professionnelles des individus de différents niveaux de qualification. Et à travers ces données-là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer au niveau de la ville, donc au niveau de l'aire urbaine, des indices agrégés de marché du logement, des résultats liés au marché du travail qui seraient liés aux qualifiés ou aux plus qualifiés. Donc, plus particulièrement, ce sur quoi je vais me focaliser, c'est la stabilité du contrat et la probabilité de promotion des salariés.
Donc je me retrouve, in fine, empiriquement, donc avec des données à la fois avec des indices de coût du logement locaux et des indices de stabilité d'emploi ou de probabilité de promotion par niveau de qualification au niveau de l'aire urbaine. Et mon but, c'est de comprendre comment est-ce que ce différentiel entre qualifié et peu qualifié peut être impacté par les coûts du logement dans une ville. Et ce que je trouve comme résultat, donc peut-être deux choses aussi à dire, c'est que quand on met en place ce type d'analyse, il y a deux points auxquels il faut faire face, un peu qui peuvent poser problème. Tout d'abord, le tri non aléatoire des individus dans l'espace. Donc, il faut pouvoir contrôler pour le fait que ce ne sont pas les mêmes individus qui vont se localiser à Paris ou dans le sud, pas les mêmes individus qui vont se localiser dans différentes villes en France. Donc, notamment par niveau de qualification, ça peut être différent. Et donc, pour faire face à ça, je calcule les indices qui sont nettoyés en fait de ce tri spatial non aléatoire à travers une méthode dite en 2 étapes. Et l'autre point de questionnement aussi, enfin, l'autre difficulté rencontrée aussi dans ce projet, c'est qu'il faut être capable, lorsqu'on veut analyser l'impact des coûts du logement sur les différentiels de résultats liés au marché du travail entre qualifiés et peu qualifiés, de pouvoir décorréler en fait l'effet prix du logement qui est lié à un marché du travail plus dynamique. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser une méthode en général utilisée en économie dite par variable instrumentale, où je vais expliquer les coûts du logement par quelque chose qui est décorrélé du marché du travail, donc qui sont les contraintes géographiques et auxquelles font face en tout cas les aires urbaines. Et en termes de résultats, qu'est-ce que je trouve? Donc, comme je disais, pour l'instant, en tout cas, je me focalise sur 2 types de résultats liés au marché du travail. Donc, ce que j'observe, c'est qu'il y a un effet positif des coûts du logement sur l'écart de stabilité d'emploi entre qualifiés et peu qualifiés. On sait déjà qu'il y a un écart de base entre qualifiés et peu qualifiés en termes de stabilité d'emploi. Et la question, c'est de se poser comment est-ce que les coûts du logement peuvent venir accroître quelque part cet écart. Et on voit en effet un effet positif. Sur l'autre résultat sur lequel je me concentre, c'est la probabilité de promotion. Et ici, je trouve que les coûts du logement ne semblent pas être un facteur limitant, en tout cas pour les possibilités d'avancement de carrière pour les travailleurs avec différents niveaux de qualification. Donc, ce qui tente bien à montrer que peut-être qu'une fois qu'on a un emploi stable, la question du coût du logement est peut-être un peu moins importante. Donc, ça reste ici de nouveau des résultats préliminaires qui doivent être améliorés. Il y a plusieurs possibilités d'amélioration. Essayer de se focaliser déjà sur d'autres résultats liés au marché du travail. Peut-être plus se focaliser, par exemple, sur les questions d'entrée ou de sortie du chômage ou de durée de chômage. Essayer d'intégrer peut-être d'autres segments du marché du logement au calcul de l'indice des coûts du logement. Peut-être intégrer aussi ici les moyennement qualifiés, entre autres à l'analyse, parce que là je me concentre surtout sur l'écart entre hautement qualifié et peu qualifié. Voilà pour ce sous-volet, et je vais laisser la place à Capucine qui va vous parler d'un autre sous-volet de ce projet. Bonjour à tous, donc du coup je suis Capucine Chapelle en post-doctorat à Érudite en économie. Donc moi je vais vous parler donc, du deuxième focus qu'on a choisi de faire sur les différents sous-projets qu'on a dans ce projet un peu plus large. Celui-ci, il s'intéresse au logement social et l'effet sur les prix de l'immobilier, sur le marché de l'immobilier privé. La question générale, c'est de s'intéresser sur l'impact que vont avoir cette implémentation de logements sociaux sur le prix de l'immobilier autour de ces logements sociaux. Et plus particulièrement, pour suivre un peu notre fil rouge sur les hétérogénéités, c'est de se demander est-ce qu'il y a des effets différenciés en fonction des dynamiques locales qui peuvent être différentes, et comme vous l'a présenté Yves en introduction. Donc je vais d'abord parler un peu de l'étude de Loïc. Donc ils ont réalisé avec leurs étudiants de Master 2 en sociologie une enquête sur la métropole de Lyon, donc où il a été identifié 3 communes qui présentent des profils assez différents pour interroger les différentes parties prenantes
sur les questions des logements sociaux et pour voir quelles sont leurs perceptions, leurs ressentis et essayer de voir un peu si c'est le logement social, est-ce que ça crée plutôt un effet inflationniste, un effet modérateur. Donc ça, c'est différentes hypothèses qu'ils ont pu poser et je laisserai peut-être au moment de la discussion Loïc y revenir dessus. Et en tout cas, à la fin de ces entretiens, ils ont réalisé un rapport qui a été présenté à la métropole de Lyon en janvier dernier. Et certains des principaux résultats, c'est de dire que le principe des secteurs de mixité sociale joue en définitive peu sur le prix et aussi qu'il faut porter une importance à l'articulation de la production de logements sociaux au projet d'aménagement sur la commune. Donc, ces premiers éléments d'enquête nous ont permis d'enchaîner sur une étude plus empirique et plus large, donc à l'échelle nationale, sur toujours quel effet de ces logements sociaux sur le prix de l'immobilier voisin. Donc cette étude, elle est partie donc de la crise du logement, qui se traduit aussi sur une crise du logement social, puisqu'on a un segment du secteur social qui est en profond déséquilibre entre l'offre et la demande, puisqu'on arrive à des gros déséquilibres entre l'offre et la demande, avec des records chaque année des deux côtés. Et on voit donc les politiques publiques qui essaient de mettre en place avec des outils, essayer de soutenir ce secteur. Et 20 ans après donc, la mise en place de la loi SRU, on voit encore qu'il y a des communes où les objectifs ne sont pas atteints. Et l'enquête menée par les étudiants de Loïc et Loïc lui-même ont soulevé quelques arguments qui pouvaient être présentés pour justifier cette non-atteinte des résultats, une crainte pour l'attractivité des territoires, une peur de la densification. Donc différents arguments qui nous ont amenés à poser notre question de recherche sur cet article, à savoir, eh bien, est-ce que l'introduction d'un logement social, est-ce que ça va faire perdre de l'attractivité au territoire ou non? Et donc, comment mesurer cette attractivité du territoire? Eh bien, en passant par le prix de l'immobilier, puisque les individus, comme on dit, votent avec leurs pieds. Ils vont se localiser là où ils trouvent un territoire attractif pour eux. Et du coup, ça va créer une tendance sur les prix. Donc, on s'est intéressé à ces dynamiques-là. Voilà. Donc, au niveau de la littérature sur ce sujet-là, on a remarqué des effets très, très contrastés, puisqu'on a des études qui montrent que l'introduction de logements sociaux a augmenté les prix de l'immobilier voisin. D'autres, à l'inverse, ont trouvé plutôt une baisse des prix de l'immobilier et d'autres, un effet non significatif. Ces différents effets qui sont trouvés et qui sont très contrastés sont expliqués par des différences de contexte. L'implémentation des logements sociaux n'est pas la même selon les pays, mais aussi au sein même d'un même pays, il y a des fortes hétérogénéités en fonction des quartiers et aussi des difficultés méthodologiques rencontrées par les économistes. En tout cas, les études qui ont montré plutôt une hausse des prix suite à l'introduction de logements sociaux l'expliquent plutôt par un effet de revitalisation. On crée des logements sociaux parfois en remplacement des logements vacants ou sur des territoires initialement inoccupés. Il va y avoir des travaux, une mise en place, peut-être une revalorisation de l'esthétique du quartier qui va être valorisée par les individus sur le marché de l'immobilier. Et de l'autre côté, les études qui ont montré une baisse des prix de l'immobilier suite à l'introduction de logements sociaux parlent plutôt de la stigmatisation, de la peur, de la crainte d'arrivée de populations défavorisées. Donc de notre côté, pour tester ceci, on a utilisé deux bases de données. Déjà, pour identifier les logements sociaux, on a utilisé la base de données RPLS de 2023, auquel on a effectué plusieurs filtres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a décidé donc de travailler à l'échelle de la parcelle, puisque ce qui nous intéresse, c'est la présence ou non de logement social. Donc on a identifié au final, en France métropolitaine, plus de 71 000 parcelles avec du logement social à l'intérieur.
Et pour ce qui est du marché immobilier privé, on a utilisé les ventes d'appartements entre 2010 et 2021, donc à l'aide de la base de données de DV3F. En termes de méthode, donc on utilise une approche hédonique que déjà différentes personnes ont citée aujourd'hui, donc pour voir comment les individus internalisent internalisent le logement social dans les prix de l'immobilier. Et on a opté pour une approche développée par Diamond et Mike Wedge. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour le timing, mais en termes de continuité. Et donc le plus simple, c'est que je vous montre les résultats pour que vous puissiez avoir un aperçu. Bon, le graphique fait un peu peur, mais je vais rentrer dans les détails. Donc en fait, un des challenges, et je vous le disais, qui peut expliquer les résultats contrastés dans la littérature, c'est qu'en fait, on fait face à une politique, on va dire le logement social, ce qu'on va définir, nous, qu'on va appeler le traitement, le fait qu'il y ait un logement social ou qu'il n'y en ait pas, comme ayant un traitement avec plusieurs dimensions. C'est-à-dire que le logement social ne va pas impacter juste les plus proches voisins, il va potentiellement avoir des impacts le long d'un certain gradient. Donc vous voyez ici, vous pouvez voir un axe où on a au tout début 50 et ça monte jusqu'à 1000, donc c'est de 50 mètres à 1 km. Le logement social peut avoir un impact dans le temps. Donc ici, si vous regardez au niveau de l'axe période, vous pouvez voir qu'on regarde 6 ans avant la création du logement social et jusqu'à 15 ans après. Et donc ensuite, sur l'axe vertical, vous avez l'effet du traitement, donc l'impact sur les prix. Donc ici, ce qu'on voit, donc il faut regarder un peu au niveau du zéro. Zéro, qu'est-ce que c'est ici dans notre étude? C'est quand le logement social est introduit, qu'il est fini, le projet est installé. D'accord? Donc si c'est une construction, la construction est finie et donc il va pouvoir y avoir des locataires. Ce qu'on voit, c'est si vous regardez la période pré-traitement, donc au niveau des -6, donc avant qu'il y ait le logement social, on voit un effet plutôt négatif. Alors il est de très faible amplitude, hein, mais ça reflète un effet d'anticipation. Puisque les individus sont mis au courant et potentiellement les craintes peuvent apparaître et ça peut se traduire sur le marché de l'immobilier. Ensuite, on voit plutôt après, à la fin de la création du logement social, qu'on a un effet plutôt positif, mais là aussi encore de très faible amplitude, qui va un peu contre l'argument de perte d'attractivité du territoire. On a, comme ces effets étaient quand même de très faible amplitude, hein, là on est sur du 0,2%, si vous regardez les effets positifs, on a creusé un peu les hétérogénéités. Finalement, en fonction des contextes, est-ce que les réactions ne sont pas les mêmes? On a commencé par regarder au niveau des logements qui ont été acquis sans travaux, par les organismes de logements sociaux. Et là, vous pouvez voir, contrairement à, donc, en comparaison, on a les logements acquis avec travaux, les logements construits par l'organisme ou les logements acquis en VFA. Donc celui-là, pourquoi on l'a isolé? Parce que déjà, on voit un effet très net négatif de l'ordre de -4% sur les prix, à très court terme par contre, et sur une localité très restreinte. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on retrouve l'argument de revitalisation, puisque ici, les logements sont acquis sans travaux. Donc, il n'y a pas, finalement, de revitalisation du territoire, du quartier, autour. Ce qui pourrait expliquer que là, on a vraiment une baisse des prix, puisque les populations autour n'observent pas d'amélioration de leur quartier. Et ensuite, le deuxième effet hétérogène qu'on a identifié, c'est en séparant l'effet quand on est dans un quartier, quand le logement social est dans un quartier prioritaire, oui ou non. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on a un effet positif après l'instauration d'un logement social de l'ordre de 1%, qui est dans les logements sociaux qui sont situés dans les quartiers prioritaires. Et ça, c'est un effet qu'on retrouve dans certains papiers de la littérature qui vont montrer que dans ces quartiers-là, on a moins d'effets de stigmatisation de cette population et que potentiellement les individus ici sont en attente de politiques publiques pour revitaliser, donc ils vont plus fortement le valoriser sur le marché de l'immobilier.
Donc voici, ces résultats sont vraiment préliminaires, d'accord? On a obtenu les résultats il y a que quelques semaines, donc ça demande encore beaucoup d'ajustements, de calibration, de robustesse, donc ils sont à prendre pour le moment avec précaution, mais ça nous donne des premières tendances sur ce qu'on souhaite étudier et sur les tendances sur les prix. Donc encore du travail nous reste à faire pour étudier d'autres hétérogénéités et vérifier la robustesse de nos résultats. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. On va proposer à Hakim Lalou, donc directeur du développement à la direction des prêts de la Banque des Territoires, de réagir à ce que vous venez de présenter. Alors, vous devez être concerné à plusieurs titres en tant que financeur du logement social, mais aussi plus largement sur les questions d'aménagement. La Banque des Territoires est effectivement présente sur un peu toute la chaîne. Par rapport à ce que vous avez appris sur ces premiers résultats, qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce qui a pu vous intriguer, sur lesquels vous souhaiteriez aussi avoir peut-être davantage de précision, soit maintenant, soit pour la suite de la poursuite de cette recherche? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis ravi d'être à vos côtés cet après-midi. J'étais dans ce même immeuble il y a quelques années. Je vois qu'il y a pas mal de monde que je connais déjà ou que je connais de vue, et donc ravi de vous retrouver. Puis il y a plein de nouvelles têtes, donc c'est super. Et merci pour ces différentes présentations. Donc moi je suis, comme tu l'indiquais, Hakim Lalou. Je suis directeur du développement des prêts à la Caisse des dépôts Banque des Territoires. Et donc on est au service du logement social pour financer la construction, la rénovation et puis de plus en plus des dimensions comme la seconde vie. Moi, je voulais en premier lieu déjà saluer les travaux. Il y a énormément de matière qui est présentée cet après-midi. En quoi, nous, de notre côté, ça nous intéresse. Il y a des visions qui sont, ou des expertises qui sont extrêmement complémentaires. On a des approches économétriques d'intérêt, j'y reviendrai. Il y a de l'approche sociaux, il y a de l'économie des villes, etc. À la fin, dans ce qui a été présenté et également dans les autres papiers, parce qu'il y a 8 sous-papiers, en fait, là, il y a un focus. Le programme a évolué. Peut-être je ne sais plus si on l'a dit en propos liminaire, mais normalement, il y avait une présentation sur les 8 papiers. Il y a un focus sur les 8. Peut-être vous dire en quelques mots en quoi ça nous intéresse et puis rebondir avec un certain nombre de questions. Et je pense que vu les sujets, à savoir l'impact de la production de LS sur les prix de l'IMO dans le parc libre, point numéro 1, et puis l'impact sur le marché de l'emploi, c'est des travaux et des thématiques qui intéressent. Donc je pense que dans la salle, il y aura pas mal de questions. Et sur le fond, sur les conclusions, alors c'était indiqué, ce sont des conclusions intermédiaires, et également sur les méthodes qui sont employées. Bon, nous, par rapport à ce qui a été développé dans les différents papiers, on est intéressé, je dirais, sur l'essentiel des dimensions qui ont été développées. Donc nous, on finance l'essentiel du logement social. Parmi les sujets, c'est dans quelle mesure la production de logement social a un effet inflationniste sur les prix de marché et également sur les prix de VFA et donc sur la production de logement social. Est-ce qu'il y a une endogénéité? Il y a les travaux, notamment sur la mise en place des SMS sur Lyon, concluent à titre intermédiaire que c'est plus, je dirais, ambivalent ou c'est moins clair que ce qu'on pourrait se dire. C'est-à-dire qu'on peut, avec un certain point de vue, se dire il y a un effet inflationniste par effet de péréquation sur le prix de sortie de VFA pour le promoteur sur le logement libre. Donc ce sont des choses qui sont pas anodines, elles sont absolument centrales dans notre activité. Pour vous donner un chiffre, l'année dernière, on a financé, et on fait du financement d'intérêt général. À la fin, nous, on cherche l'équilibre. On est au service du secteur du logement social. On a financé à peu près 14 milliards d'euros d'investissement du secteur HLM. Sur la construction, moi, j'ai retenu un chiffre. Si on a fait 8% de plus de prêts, moins 0,5% en nombre de logements, et donc l'essentiel du reste, c'est l'évolution des prix. Alors il y a peut-être des petits effets de structure, je crois qu'on a regardé rapidement, donc je ne dis pas il n'y en a pas, mais l'essentiel c'est par l'inflation, et donc ces sujets-là de l'impact de la prod de LS sur les prix de sortie sur les VFA, c'est absolument central dans la stratégie de politique publique, la stratégie en matière de politique du logement, et donc nous, encore une fois, on est au service d'eux. Il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués et qui nous intéressent.
intéresse, c'est dans le contexte actuel, vous avez discuté le ZAN, l'inflation sur le foncier, etc. Ce matin. Parmi les sujets, c'est on ne pourra pas passer à côté de la difficulté, il va falloir densifier. Et l'un des papiers, c'est sur l'hystérésis, avec des analyses de série, avec, je crois que c'est avec les données INSEE, la DEP. Et donc, en fait, ça conclut que, eh bien, il y a un effet positif de la densité sur le choix de densité qu'on cherche comptant et grand. Et c'est assez naturel. Mais donc, à partir du moment où on conclut que maintenant, il va falloir mettre un stop ou avoir un impact réel sur la densité de la prod dans les années à venir et dans les décennies à venir, il y a un sujet de politique publique qui est comment on... Le mot n'est pas le bon et je laisse les experts trouver le bon mot. C'est comment on casse cette hystérésis pour venir répondre à cet enjeu, parce qu'on ne pourra pas passer à côté de la difficulté. Il y a des sujets sur comment, sur les territoires en déprise, eh bien, là, pour le coup, il y a un effet sur l'étalement urbain. On a une action sur les ACV, PVD. On a publié il n'y a pas longtemps une étude. D'ailleurs, je crois que ça fait un peu écho aux approches classiques que vous évoquiez en double différence. Et en gros, oui, on a eu un impact réel sur les investissements sur ces territoires. Et c'est des vraies questions. C'est est-ce que ce qu'on fait, ça a un impact positif sur ces territoires? Et donc, en déclinaison sur le ZAN. Puis peut-être deux derniers éléments, et là c'est pour terminer par des éclairages sur en quoi ça nous intéresse, les travaux, et en particulier ce qui a été présenté. Quel est l'impact du LS sur les prix de marché? Je ne sais pas si on s'en désole ou pas, mais en tout cas, nous, on dresse le constat. On vient de publier l'étude Perspective 2024 qui, sur son créneau, fait référence. Et en gros, sur les derniers comptes disponibles du secteur HLM, le constat, c'est que sur l'autofinancement global du secteur HLM, eh bien, les produits exceptionnels, la vente LS, eh bien, représente 64% de l'autofi global. Donc, ce qui nous sert à financer la construction et la rénovation de demain. Et donc, les sujets de dire quel est l'impact de la prod de LS sur les prix de marché et donc sur les prix auxquels, sur des segments extrêmement limités, eh bien, les opérateurs peuvent vendre quelques unités pour autofinancer les investissements à venir. Pareil, c'est pas anodin. En fait, depuis les comptes de cette année, ça devient juste presque sujet numéro 1 et je suis comme l'essentiel dans cette salle. Pour moi, le LS, c'est donner des réponses aux citoyens qui sont contraints et donc faire du produit locatif. Bien, les résultats aujourd'hui du secteur HLM, il y a une déformation mécanique et donc les travaux qui sont menés, ils alimentent. Et puis un dernier élément, c'était sur l'impact sur le marché de l'emploi. On est financeur de référence sur le secteur HLM, 75-80% de la dette du secteur. Et à compter de cette année ou de l'année prochaine, on deviendra probablement le premier financeur en France sur le logement intermédiaire. Et ça fait un lien direct avec ces enjeux qui sont centraux, qui est de dire comment développer du logement et du logement abordable pour répondre bien, aux cinétiques et aux dynamiques sur le marché de l'emploi. Et pareil, les enjeux ils sont extrêmement important. Nous, on est au service d'eux, on est une petite brique. À la limite, c'est votre argent. Hein. D'ailleurs, c'est l'épargne réglementée. Donc, c'est vous qui les financez. Nous, on est juste la courroie de transmission au service du secteur HLM. Et le développement du logement intermédiaire en France eh bien, se développera notamment grâce eh bien, aux bailleurs sociaux avec des implications pour soutenir à moyen long terme eh bien, la production de logements sociaux. Donc voilà, c'est pour dire très rapidement, et j'ai probablement été trop long, qu'en fait, vos travaux et vos réflexions, pour nous, elles sont extrêmement intéressantes, point numéro 1. Et donc, point numéro 2, vos conclusions et vos orientations, on en est extrêmement friand. Et vous avez bien dit, on est sur un point juste entre nous, un point intermédiaire, et puis il va y avoir encore de longs travaux en la matière. Donc moi, peut-être ma première question, c'est on vient d'avoir une ministre du Logement qui vient d'arriver. À date et sur la base de vos travaux, si vous aviez juste une recommandation, c'est, avant de parler de technique, et on va parler d'approche diamant sur les buffers, etc., il n'y a pas de souci, dans quelques minutes, ou d'instrumentation avec l'approche Chapelle, j'ai noté 2023, donc je retrouve les mêmes noms, mais à la fin, c'est si on doit retenir une seule chose d'un point de vue politique publique à date, c'est quoi en termes de conclusion sur le marché de l'emploi et sur le marché... Est-ce que... Non ? Vous voulez qu'on commence par les questions sur les papiers ?
Ou parler, ça c'est quand vous serez chaud? Eh bien, ce que je vous propose, mais je reposerai ma question à la fin, c'est peut-être qu'on commence par vos questions sur la méthodo et puis sur, voilà, sur les analyses qui ont été conduites. Moi, j'en ai un certain nombre, mais je passe après vous. Et puis, quand il est 14h58, je reviens avec, si vous aviez une recommandation à nous faire, ça serait quoi? Oui, bonjour. Clément Chouinard, association Amoléger, qui promeut donc des modes d'habiter plus soutenables. Alors on est surtout plutôt en territoires ruraux et d'ailleurs on se réjouit que la Banque des territoires ait décidé de dézoner l'accès au prêt Gaïa sous condition d'appétence des ménages, même si on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va montrer l'appétence des ménages. Et je crois que c'était ce matin, c'était montré que c'était parfois un peu difficile d'avoir des études qui montrent ce que veulent les ménages. Ma question est peut-être plutôt pour vous, Madame Lachapelle. Justement sur dans la littérature ou dans la méthode, sans vouloir me faire l'écho de la demande ce matin relayée de l'Association des maires ruraux de France pour un urbanisme villageois, mais est-ce que du coup il y a des choses qui ont été montrées sur l'effet prix dans des zones du coup plus rurales ou pas? Alors du coup, à ma connaissance, pas tant que ça. C'est énormément fait dans les villes. Et nous, l'objectif initial, c'était vraiment de faire... donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, initialement, c'était vraiment de faire tous les territoires. Et justement, on aurait vraiment voulu faire une comparaison urbain-rural, sauf qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup trop d'hétérogénéité et donc on va avoir trop de biais dans nos méthodes. Donc pour le moment, on a décidé de se restreindre sur les aires d'attraction de plus de 50 000 habitants. Mais ça reste une question qu'on garde puisque voilà, on a décidé de ne pas le traiter ensemble parce que les questions, enfin déjà le type de logement social n'est pas du tout le même. Donc on a décidé de le traiter à part, mais ça reste dans nos axes. Et par contre au niveau littérature, à ma connaissance, hein, parce que je ne connais pas toute la littérature, mais à ma connaissance, ça reste très 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 urbain. Attendez, madame. On passe le micro. Merci. Mais la réponse va être sans doute. Est-ce que vous avez des OFS dans votre panel de logements sociaux et l'influence de l'OFS sur les prix environnants? J'ai pas les détails exacts. Enfin, s'ils sont référencés dans RPLS, ils y sont. Et du coup. Bon, bah alors du coup, ils y sont pas. On vous entend pas. Ça ne sert pas à grand-chose de me donner le micro, mais juste pour les personnes à distance, le BRS n'est pas dans RPLS. RPLS, c'est le logement locatif social. Donc ce sont deux produits différents et donc le BRS ne figure pas dans RPLS, donc ne fait pas partie des logements qui ont été traités par l'équipe. Oui, bonjour. Moi, j'aurais aimé savoir si, enfin, je pense que c'est pas le sujet de vos travaux, mais à l'avenir, est-ce que vous réfléchissiez à voir l'effet prix en fonction de la typologie de produits de logement social produite? C'est-à-dire, est-ce que, parce qu'on produit du plus, finalement, c'est différent par rapport à si on produit du PLAI, donc pour les ménages plus défavorisés? Et pour aller encore plus loin, est-ce que vous envisagez aussi de le faire sur des structures collectives, étant donné que le logement social se produit aussi en pension de famille, résidence sociale, et que l'intégration de ces produits-là dans des quartiers ou dans des villes peut poser question? Donc est-ce que ça peut être une suite des travaux de s'intéresser aux produits de logement social, pas juste au logement social? Alors pour ce qui est des types de logements sociaux, on a l'information sur PLAI, PLI, etc. Ça faisait partie des hétérogénéités qu'on voulait tester en premier. Et en fait, il se trouve que la base de données est
pas si fiable que ça. En plus, il y a, je ne sais plus exactement la date, mais il y a eu un changement dans les appellations à un certain moment donné, ce qui fait que ça nous empêche de pouvoir faire la comparaison. Il faudrait réfléchir plus si on peut l'intégrer ou pas, mais c'est vrai que pour le moment, sur ça, on est bloqué, et pour la suite, encore plus parce qu'on n'a pas l'info. Et au niveau donc plus qualitatif et sur l'enquête très modeste qu'on a pu conduire, cette dimension-là apparaît non pas en termes d'effet sur les prix, elle va apparaître plutôt dans les discours et dans la façon dont on essaye aussi de promouvoir du logement social, en disant qu'il y a par ce biais-là le moyen de toucher quand même un certain nombre de populations et entre autres de rassurer les maires qui peuvent être réticents vis-à-vis de l'installation du logement social, en disant qu'on va faire venir un certain type d'actifs, de familles, par le biais des typologies de logement. C'est plus dans ce sens-là que ça joue. Oui, une question sur Catherine Sabat, Idéal. Une question sur l'échelle de vos recherches, parce qu'il me semble que dans le cas des VEFA, la question de savoir si la présence de logement social fait augmenter le prix du logement privé est extrêmement stratégique, extrêmement politique et extrêmement polémique. Et j'ai compris que votre étude s'intéressait donc à l'augmentation ou la baisse des prix ou l'effet nul. Mais j'ai peut-être raté quelque chose, j'ai pas compris à quelle échelle. Est-ce que c'est à l'échelle de l'immeuble? Est-ce que c'est à l'échelle du quartier, plus largement, aire urbaine, PCI? Enfin, voilà, merci. Et si vous le faites pas à l'échelle de l'immeuble, est-ce que vous allez le faire? Parce qu'il me semble que la question, elle est vraiment fondamentale et très, très actuelle et très, très délicate aussi. Oui. Pardon, juste pour finir, il y a des études qui montrent que la présence du logement social dans des opérations mixtes fait monter les prix. Ça arrange un certain nombre de structures de le dire, ça dérange plutôt d'autres. Donc voilà, ça mérite vraiment d'être documenté de manière indépendante. S'il reste des questions, on va prendre les questions en même temps. Oui, Maxence Nodin, Université de Perpignan. C'était juste une question de clarification sur les nouveaux logements sociaux sans travaux. Qu'est-ce qui recouvre cette appellation? Est-ce que c'est les logements construits en VEFA par les promoteurs notamment? C'est autre chose? L'acquisition-amélioration. Ok. Alors, on va vous laisser répondre et puis ensuite on passera aux questions de Hakim Lalou sur les points un peu plus techniques, vous nous avez promis. Donc pour revenir sur la question, donc là effectivement, donc nous les prix, c'est vraiment les prix dans le quartier. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon graphique, mais donc ça va aller de 50 mètres à 1 km. Et par contre, effectivement, on ne regarde pas les prix dans le même immeuble. Parce que ça posait certains soucis méthodologiques avec la méthodologie qu'on utilise. Donc pour le moment, on n'a pas... Mais effectivement, c'est une autre question tout aussi intéressante et qui pourrait être traitée, mais il y aura des points méthodologiques qu'il faudra changer. Et donc pour cette méthode-là, on a vraiment fait sur en fait, ce qu'on appelle le quartier du coup. Et donc c'est d'un rayon de 50 mètres à 1 km autour du logement social. Et juste pour compléter un petit peu, nous on a aussi effectivement travaillé sur une échelle un peu plus large que celle de l'immeuble. Alors je confirme que dans les discours d'acteurs, effectivement, la question est très polémique et très discutée avec des points de vue très, très différents et aussi très, très, très tranchés. Mais on peut voir quand même des tendances de prix à des échelles de quartier ou de communes qui ne font pas ressortir de hauts spécifiques dans le cadre des secteurs de mixité sociale, donc là où il y a de la production de logements sociaux en VEFA. Et par contre, au niveau de l'immeuble, c'est vrai que l'approche qu'on a est plus sur le discours que sur des données vraiment quantitatives ou d'avoir pu rentrer dans le détail des programmes. Voilà. Du coup, une question de mon côté. On a pas mal parlé
impact de la prod de LS sur les prix. Peut-être une question sur la partie impact sur le marché de l'emploi. Donc moi, ce que j'ai retenu, et encore une fois, je suis loin de mes bases depuis quelques années maintenant, mais qu'en gros, il y avait endogénéité entre le marché de l'emploi et les prix de marché, donc du coup que vous instrumentiez sur l'élasticité inverse sur l'offre. À partir de là, je comprends que ce que vous démontrez, c'est que l'impact ou le lien par rapport aux plus qualifiés, il n'y a pas d'impact par rapport au fait de pouvoir rentrer et évoluer dans le marché de l'emploi, mais il y en a un sur les peu qualifiés. Et mon interrogation, c'est tout ce qui a été traité dans le cadre de votre approche par instrumentation, c'est sur le marché des biens en propriété, prix de l'immobilier. Est-ce que pour les non qualifiés, en fait, il ne faudrait pas faire la même, mais sur les loyers et pas sur les prix d'acquisition, sachant que ça pourrait être fait, alors j'entends bien l'argument sur on n'a pas les loyers au niveau national, mais est-ce que ça pourrait pas être fait sur les principales agglos avec les observatoires des loyers, où depuis quelques années, il y a pas mal de points. Je fais du placement produit. Hein ? Alors merci pour votre question. C'est vrai que un des points, et c'est ce que je disais aussi en ouverture, c'est que voilà, ce qui n'est pas encore intégré à l'analyse aujourd'hui, c'est que je n'ai pas encore pris en compte d'autres segments du marché du logement, donc notamment les loyers privés. Et je disais qu'un manque aussi, en tout cas c'est des données de loyers privés en France, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est non plus à la fois dans le temps long, donc notamment sur la période que j'analyse, 2010-2018, et qui est localisée à échelle de l'aire urbaine. Donc je sais bien qu'il y a les données des OLL, des observatoires locaux des loyers, donc sur les principes, enfin sur certaines en tout cas agglomérations, qui voilà, de ce que j'ai pu voir en tout cas des données des OLL, c'est que c'est sur un temps assez beaucoup plus récent, donc souvent 2017-2022, j'ai l'impression, 2019-2021 pour certaines agglomérations, donc c'est un temps très 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 court et qui ne couvre pas forcément l'aire urbaine en général toujours, en tout cas pas dans tous les lieux. C'est vrai qu'il y aurait une possibilité de prendre les données OLL pour essayer en tout cas au moins de faire ce qu'on appellerait du cross-section sur une année peut-être, pour les données de loyer privé. Donc je sais qu'il y a aussi Guillaume Chapelle qui est ici, qui a aussi un papier sur des questions de loyer privé, donc en 2016 et 2017. Donc il crée des indices, il y a de nouveau des données via régression hédonique, donc des indices au niveau municipaux. Donc ce serait peut-être a priori possible d'exploiter ces données-là, mais peut-être moins pour quelque chose qui serait de l'ordre dans le temps plus long. Et en effet aussi en prenant en compte, en tout cas, ce qui serait aussi intéressant en tout cas de prendre en compte, c'est en fait le stock aussi disponible, en fait, le flux en tout cas de la disponibilité en tout cas dans ces marchés particuliers. Merci beaucoup.